Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que là on n'a vraiment pas de problème pour m'entendre. Donc je vais attendre que les personnes soient connectées pour pouvoir tout simplement démarrer la vidéo. Donc l'objectif de ce soir c'est de pouvoir présenter les différents aspects qu'il faut suivre entre guillemets pour pouvoir démarrer un business dans la cosmétique, idéalement en Afrique. Donc j'attends que... Coucou Esther, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc j'attends que les gens se connectent. Et idéalement, il faudrait que tu me donnes un go en termes de son et en termes de connexion. J'espère que ça passe mieux pour que je puisse démarrer la vidéo. Donc là, j'attends. Et puis bonsoir Guy, Wembe, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc là, bonsoir Boris Trip, j'espère que tu vas bien et que vous passez une bonne soirée. Je suis un peu en retard, non, ce n'est pas l'heure africaine, non, c'est juste qu'on avait quelques petits problèmes de connexion. Donc j'ai dit à Esther que j'allais d'abord régler ce petit problème de connexion avant de pouvoir démarrer la vidéo. Donc là, j'attends un petit peu que quelques personnes soient connectées et une fois que ça sera fait, on va démarrer. Donc là, on a Guy, Esther. Donc tu me dis, tu me donnes le go. Donc là, je crois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Donc je vais démarrer et puis au pire des cas, les autres personnes nous prendront en cours de route. Donc bonsoir à tous. Moi, je me présente. Je suis Kelly Kamen. Donc je ne dirai pas mon âge parce que l'âge d'une femme ne se dévoile pas. Je suis une jeune entrepreneuse d'origine camerounaise, française d'origine camerounaise. Depuis janvier 2016, donc il y a un peu plus d'un an et demi, je me suis lancée dans une entreprise cosmétique. Donc j'ai créé ma marque de cosmétiques qui s'appelle Mia Cosmétiques. Et on a mis sur le marché notre première gamme de produits. Donc notre première gamme de produits s'appelle Hydran et mon choix a été de pouvoir mettre sur le marché d'abord une gamme courte pour pouvoir d'abord se faire connaître du public, se faire connaître des consommateurs avant de pouvoir lancer des gammes beaucoup plus élargies sur le marché. Donc pour ma part, je continue de me présenter. Donc pour ma part, j'ai choisi le marché du Cameroun en particulier. Je suis camerounaise, donc forcément c'est un choix du cœur de pouvoir... Salut Eric, salut Pauline, bonsoir à tout le monde. Donc le Cameroun, c'est un choix du cœur parce que je suis camerounaise et forcément quand on est entrepreneur, on a d'abord la volonté de pouvoir faire les choses à son niveau et de changer les choses là où ça nous concerne. Donc pour ma part, j'ai décidé d'entreprendre avec Mia Cosmétiques au Cameroun. Donc l'année dernière, en janvier 2016, donc j'ai fait le choix de partir sur place. Donc j'ai passé du temps au Cameroun. J'ai développé les produits dans le secteur de la pharmacie et des supermarchés. Aujourd'hui, on est presque à 50 points de vente au Cameroun. Et d'ici la fin de l'année, on sera présent dans un très grand supermarché. Je tairai le nom, mais vous savez tous de qui on parle. Donc ici en France, c'était pas mon choix premier de pouvoir m'installer en France et installer les produits. Mais aujourd'hui, avec les opportunités qui se présentent, on est en train de vouloir élargir les points de vente. Donc nous, notre stratégie, c'est situé vraiment au niveau des points de vente. L'objectif, c'était de pouvoir se dire que quand on a un produit, il faut pouvoir le vendre. Et c'est ça qui fait le nerf de la guerre, parce que quand vous faites rentrer de l'argent, c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir des projets, avoir des ambitions et pouvoir développer après votre entreprise et dans notre cas, de nouveaux produits. Donc ce soir, je dois intervenir en vous présentant les différents aspects qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir développer une industrie, une entreprise cosmétique. Donc, comme vous le savez, tout part de l'idée. Donc pour moi, le conseil que je peux donner aux personnes qui souhaitent se lancer sur le marché de la cosmétique, c'est vraiment de se dire quelle est mon idée. En cosmétique, on accorde une place extrêmement importante au marketing.
à la différenciation des produits, parce qu'on est dans un secteur où il y a énormément de produits différents. Et vraiment, ce qui fait la différence avec les autres marques en cosmétique, ça sera vraiment le caractère différenciant, donc l'innovation. Donc quand on veut créer, la première chose, comme vous le savez, c'est d'abord se dire quelle est mon idée. Quelle est l'idée qui va faire que je vais pouvoir me différencier d'autrui, et quelle est l'idée qui va faire que je vais me démarquer de ce qui existe déjà sur le marché. Une fois qu'on a cette idée, qu'on a trouvé une idée vraiment différenciante, la seconde chose qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir sur quel marché je souhaite me lancer. Les produits cosmétiques, ce sont des produits internationaux, donc après il faut choisir une cible. Quelle sera ma cible, quel sera mon marché, donc ça je vous apprends strictement rien. Mais la seule chose que je veux dire, c'est qu'en fonction du marché qu'on a choisi, il y a différents critères, facteurs qui feront qu'on aura des stratégies d'implantation différentes. Nous, aujourd'hui, on a choisi le marché du Cameroun au lieu de choisir en premier lieu le marché de la France. La différence qu'on a observée, c'est qu'au niveau des consommateurs, donc on a des consommateurs qui sont beaucoup moins matures en termes de consommation de produits cosmétiques. On est sur des personnes qui vont consommer des produits, plus des produits blanchissants, dépigmentants. Donc avant de pouvoir se lancer sur le marché, on a un rôle d'éducation. Donc on a le devoir d'éduquer le consommateur pour lui faire prendre conscience qu'il doit entretenir sa peau, qu'il doit prendre soin et éviter d'utiliser des produits néfastes sur le long terme. Alors que si on s'était implanté sur un marché comme la France, on n'allait pas forcément devoir expliquer, devoir éduquer un consommateur qui est déjà averti. Donc c'est pour ça que je dis quand on a eu son idée différenciante, une idée qui va nous démarquer des autres, une innovation, on va devoir choisir son pays et puis étudier sa cible pour pouvoir derrière mieux répondre aux différents facteurs et pouvoir mieux s'implanter sur le marché. Une fois que c'est fait, bon, moi je suis une mauvaise élève, on est censé faire un business plan. Moi je le conseille, mais je ne pense pas que ça soit totalement obligatoire. Je m'explique. Le business plan, c'est vraiment très théorique. C'est vraiment pour moi quelque chose qui va effectivement nous permettre de pouvoir anticiper certains besoins, anticiper des besoins notamment en fonds de roulement, parce qu'il faut se dire que quand on se lance dans un business, moi je le vois aujourd'hui avec Mia Cosmétique, on a énormément besoin de fonds de roulement. Donc moi le conseil que je peux donner par rapport à l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est évaluer de manière précise vos besoins en fonds de roulement, le BFR. Donc je pense que beaucoup de personnes ont des notions dans ce domaine, et pour moi, pour pouvoir tenir dans la phase de lancement, pour pouvoir continuer à innover, continuer à prendre des initiatives quand on crée son business, il faut avoir un BFR très très solide. Il faut anticiper les besoins, il faut anticiper les charges, parce que quand vous vous lancez dans un business, vous allez avoir des charges mensuelles. Donc moi par exemple, j'ai des employés au Cameroun, donc il faut les payer tous les mois, il faut prendre soin, pas prendre soin, mais il faut assumer certaines charges comme les charges du repas ou les charges de transport. Donc sans fonds de roulement, malheureusement, vous n'arriverez pas à pouvoir tenir le rythme pour pouvoir aller sur le long terme avec vos produits. Donc vraiment, l'aspect clé pour moi, c'est vraiment... Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Donc pour moi, l'aspect clé, c'est vraiment le besoin en fonds de roulement. Donc une fois qu'on a eu son idée, on a identifié sa cible, on a ou pas, ça dépend des personnes, on a écrit son business plan. Pour moi, je trouve que c'est pas forcément très obligatoire. Dans mon cas, je ne l'ai pas écrit, j'ai eu mon idée, je suis passée directement à l'action, parce que pour moi, vous allez perdre 6 mois, 1 an à écrire un document papier qui au final ne va jamais vous servir sur le terrain. Donc là, Boris me demande comment créer ou faire créer un produit cosmétique sans notion de chimie. Le brevet ou la licence appartiennent à qui? Donc comment est-ce qu'on crée un produit cosmétique? C'est simple, un produit cosmétique, c'est un peu comme si vous faisiez de la cuisine. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle des ingrédients, donc ce sont des matières premières,
Et ces matières premières, vous les mélangez en fonction de leurs différentes caractéristiques et interactions, et puis entre autres. Et c'est un peu comme de la cuisine, vous partez de matières premières et vous en faites un produit fini. Après, pour créer sa marque de cosmétique, il ne faut pas forcément avoir des notions en cosmétique. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut avoir une idée précise, une idée claire des produits qu'on veut mettre sur le marché. Et à partir de là, si on n'a pas de notion en cosmétique, moi c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un bac+5 en cosmétologie, donc c'est mon travail à la base, c'est vraiment mon travail de fabriquer des produits, mais c'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc si vous ne pouvez pas, bonsoir Idriss, comment tu vas? Donc si vous ne pouvez pas concevoir le produit vous-même, vous avez ce qu'on appelle des sous-traitants de fabrication. Donc ce sont des personnes qui, à partir de votre idée, c'est pour ça que je vous dis que l'idée, c'est vraiment la base de votre projet. Et l'idée innovante. Donc vous allez voir des sous-traitants de fabrication, vous en avez en France, vous en avez au Cameroun, et avec eux, vous élaborez un cahier des charges. Donc le cahier des charges, il faut vraiment que vous puissiez le ficeler de telle manière que la formule va vous appartenir, que les décisions sur le produit, ça sera vous. Bonsoir Myrlène, comment tu vas? N'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est avec des questions que je pourrai vraiment répondre, et surtout vous apporter les questions, enfin les réponses que je pourrais avec mon expérience. Donc comme je disais, donc vous avez votre idée. Si vous n'avez pas de notion en cosmétique, si vous ne pouvez pas formuler vous-même, vous allez chez un sous-traitant. Vous élaborez un cahier des charges. Le cahier des charges va vous permettre de définir le nombre de produits que vous voulez, les types de produits que vous voulez. Et à partir de là, il va fabriquer pour vous. Il va d'abord faire des essais. Ça veut dire qu'il va vous faire des essais sous petit format. En général, on est sur des essais de 50 à 100 ml. Donc je pense que vous avez tous une notion un petit peu de ces quantités. Et à partir de là, vous allez valider les formules, parce qu'on part vraiment sur des formules qui seront qui seront appliquées sur la peau du consommateur. Donc il faut vraiment être strict avec les caractéristiques des produits et surtout le rendu des produits, parce que vous avez la responsabilité derrière de ce qui est mis sur le marché. Donc ça, c'est une notion vraiment très très importante. Vous êtes responsable de la mise sur le marché, même si c'est le sous-traitant qui fabrique à votre place. Donc, vous avez l'idée, vous élaborez le cahier des charges, vous définissez les types de produits qui vous plairaient dans votre gamme. Le sous-traitant fait des essais. Ensuite, après, quand vous validez les essais, je vais vraiment vite, parce que c'est un process qui est assez long. C'est un process qui dure à peu près 9 mois. Donc c'est pour ça que je vais assez vite. Donc vous avez validé les essais, ensuite après il met les produits en stabilité. Qu'est-ce que la stabilité? La stabilité, en fait, c'est l'étude qui va nous permettre de savoir si le produit va durer dans le temps. Donc on met les produits en stabilité pendant en général 4 à 6 mois, et ça va nous permettre de savoir, écoutez, à la chaleur, le produit va résister à la chaleur, à de fortes températures, au froid, et puis il va tenir dans le temps. Et surtout, la stabilité va nous permettre de dire le produit et le consommateur qui utilise le produit est en sécurité. Donc c'est très très important. Donc là, bonsoir Daniel, tu me demandes comment est-ce qu'on sait quel produit se mélange ou pas avec tel autre. Bon, pour savoir ça, soit tu es cosmétologue et tu as cette chance-là, ou soit alors tu essayes de faire des petites formations sur les produits, sur les matières premières. Parce qu'après, comment est-ce qu'on sait parce que là, tu as utilisé le terme produit, et nous, en cosmétique, on parle plutôt de matières premières. Ça veut dire que c'est l'assemblage de plusieurs matières premières qui feront un produit cosmétique. Ça veut dire que comment est-ce qu'on sait que par exemple l'eau et l'huile se mélangent ou ne se mélangent pas? Dans le cas d'espèces, ça ne se mélange pas. C'est tout simplement parce qu'on a appris, parce qu'on s'est documenté, parce qu'on a fait des études là-dessus. Après, aujourd'hui, il y a la chance que Internet est très riche et tu peux avoir des notions sur les matières premières, celles qui seront meilleures que d'autres. Donc c'est à toi de te documenter sur le sujet ou de faire des formations spécialisées en cosmétique. Donc Boris, tu me demandes, la législation varie en fonction des pays.
comment avoir un standard, comment gérer les différentes normes de qualité? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde des cosmétiques, on distingue trois différentes réglementations majeures. Donc on a la réglementation européenne, donc la norme européenne de produits cosmétiques. On a la réglementation américaine qui est sous l'autorité de la FDA, donc c'est vraiment l'agence des normes américaines concernant médicaments, produits cosmétiques. En Europe, on a l'ANSM, donc l'Agence de sécurité du médicament et des autres produits de santé. Donc c'est elle qui est censée contrôler la mise sur le marché des produits cosmétiques. Et ensuite, après, la troisième grande législation qu'on observe dans le milieu cosmétique, c'est la législation asiatique, Japon, Chine. Il faut savoir qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a certains pays, il y en a 8 au total, qui, pour faire entrer des produits cosmétiques sur le territoire, demandent des autorisations de mise sur le marché. Il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, et du coup il y en a 4 autres, mais j'ai pas les noms en tête. Dans tous les autres pays africains, parce qu'on est africain, donc on va parler de l'Afrique, il n'y a pas de législation à proprement dite, de législation qui régule les produits cosmétiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez venir de partout dans le monde avec vos produits, bons ou mauvais, néfastes pour le consommateur ou pas, vous pourrez les vendre et vous avez la certitude qu'aucune agence de contrôle viendra vérifier votre produit. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu demain de pouvoir mettre sur pied une agence de régulation, une agence de contrôle des produits cosmétiques. Je ne vais pas vous cacher que c'est une de mes ambitions, c'est de pouvoir monter ce projet au Cameroun et à l'instar de l'ANSM ici en France qui régule le marché de la cosmétique et des produits pharmaceutiques en France, pouvoir reproduire ou dupliquer ce modèle au Cameroun en particulier. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à l'élaboration d'un projet cosmétique, en tout cas sur les parties idées, fabrication des produits. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on a une idée. Si on n'a pas la possibilité de pouvoir soi-même créer ses propres produits, on passe par un sous-traitant de fabrication à l'aide de notre cahier des charges. Donc le cahier des charges va définir l'ensemble des produits qu'on souhaite faire fabriquer. Avec ça, il fait des essais, il met en stabilité et ensuite après il nous livre le produit fini. Donc là, bonsoir Cyril, ces formules cosmétiques standards sont-elles compatibles avec toutes les couleurs de peau? Justement, c'est une des questions que vous devez aborder avec votre sous-traitant. Ça veut dire que quand vous allez voir un sous-traitant et que vous n'avez aucune notion en cosmétique, il va vous donner un dossier standard de formules qu'il réalise pour tous ses clients. Et pourquoi est-ce qu'il va vous proposer ces formules? Tout simplement parce que ces formules, en fait, il les a déjà étudiées. Il les a déjà mis en stabilité. Ça veut dire qu'il est sûr que si vous mettez ces produits sur le marché, il n'y aura aucun retour consommateur. Donc quand il fait ça, il se protège lui-même et ça lui évite de faire de nouvelles études et de se lancer dans un nouveau processus qui dure entre 6 et 9 mois. Après, est-ce que les formules sont compatibles avec tous les types de peau? Je dirais non. Ce sont vraiment des produits standards et ça ne répond pas forcément à vos problématiques. C'est pour ça que si vous avez une idée précise du produit que vous voulez, vous allez devoir entrer dans une phase de recherche et formulation, donc ce qu'on appelle vraiment recherche et innovation tout simplement, avec votre sous-traitant. Donc vous allez devoir lui dire, moi je veux atteindre cette caractéristique par rapport à mon produit et je veux l'adapter à tel type de peau. Et après, lui, en fonction des ingrédients qu'il pourra incorporer dans vos produits, ça répondra aux besoins de la peau noire ou de la peau sèche ou de la peau blanche, peu importe. Mais c'est une caractéristique qu'il faudra préciser à votre sous-traitant dans votre cahier des charges. Donc là, il faut toute une équipe et beaucoup plus d'expertise. Pour moi, aujourd'hui,
l'entrepreneuriat, quand on lance une idée entrepreneuriale, quand on a la volonté d'être entrepreneur, au départ, dans la majorité des cas, on est seul. Donc oui, il faut une équipe éventuellement, mais si tu n'as pas la possibilité d'être en équipe, de toute façon, tu peux prendre le temps de te documenter, prendre le temps d'élaborer précisément tes besoins, ton cahier des charges, et puis après, avec l'aide de ton sous-traitant de fabrication, tu pourras monter ton projet et tu pourras tout simplement avoir des produits qui répondront à tes propres attentes. Donc pas forcément l'entrepreneuriat, c'est une démarche au départ qui est très solitaire. Pour moi, je dirais que c'est un peu une démarche assez égoïste parce qu'on veut mettre sur pied son idée, on veut démontrer qu'on a des capacités à pouvoir réaliser des choses, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'égoïste à la base. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui en général est très buté, qui est très têtu et qui dit aux autres, regardez ce que je peux faire par moi-même. Donc pour moi, c'est ça un entrepreneur. Donc l'équipe, oui, tu peux t'entourer, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Donc dans l'industrie de la cosmétique, donc là c'est une question de Boris Trib, quelle est la partie la plus rentable pour un investisseur? Sous-traitance de fabrication, commercialisation des produits, conseils sur les produits de distribution. Donc là, Boris, on va entrer vraiment dans le nerf de la guerre. Faut pas se mentir, tout projet est magnifique sur le papier. C'est pour ça que je dis que perdre du temps à écrire des business plans, pour ma part, je trouve ça totalement inutile. La seule chose qu'il faut prendre au sérieux dans son business plan, c'est l'étude financière, donc les prévisions financières. Et dans les prévisions financières, la chose la plus importante, c'est le BFR. Besoin en fonds de roulement. De combien j'aurais besoin sur 1 ou 2 ans pour pouvoir tenir et faire naître mon projet et le faire émerger. Pour moi, c'est la chose clé. Moi, je suis quelqu'un, je vais droit au but. Donc, je ne cherche pas midi à 14h. Je veux lancer un projet, j'ai besoin d'argent sur 1 ou 2 ans pour pouvoir mener à bien l'ensemble de mes activités. De combien j'ai besoin, je l'évalue et quand j'ai évalué, je me lance. Moi, je suis quelqu'un de direct, je ne perds pas trop de temps. Donc après, chacun a sa manière de faire les choses. Quel est le budget de base? Il faut prévoir au minimum. Donc pour en revenir, Boris, à ta question, pour moi aujourd'hui l'enjeu majeur quand on lance une industrie cosmétique, c'est la distribution. C'est pour ça qu'avec Mia Cosmétique, moi aujourd'hui je m'efforce de me concentrer sur la distribution. Il y a 2 aspects clés quand un investisseur va venir regarder ton projet, regarder tes chiffres et ce que tu fais. Il va regarder le nombre de points de vente dans lesquels tu distribues. Et il va regarder également la communication avec laquelle tu fais connaître ton produit. Donc j'essaye de suivre au niveau des questions. Ouais, je peux revenir en arrière, c'est super. Donc Boris, l'enjeu majeur en cosmétique, ce sont les points de distribution. Tu dois absolument construire et consolider un réseau de distribution pour pouvoir derrière tout simplement vendre tes produits parce que il ne faut pas qu'on se mente, hein. Le nerf de la guerre, c'est vendre tes produits. Il y a pas de... Quand tu fais un projet, tu n'es pas là pour parler, tu es là pour vendre. Tu es là pour faire entrer du cash. Donc, tu construis un réseau de distribution avec lequel tu vas pouvoir avoir des partenaires de distribution que tu vas convaincre parce que tu vas essayer toi derrière de communiquer pour pouvoir faire que les consommateurs achètent ton produit. Donc lui il va gagner de l'argent parce que forcément il a son pourcentage sur les ventes. Toi tu vas en gagner parce qu'il t'achète tes produits. Donc c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est la distribution. Et pour moi aujourd'hui c'est pas forcé d'avoir un seul point de distribution dans lequel tu as 1 million de produits. Pour moi tu peux avoir une multitude de points de vente avec très peu de produits et c'est la multiplication de tes points de vente qui fera que tu vas gagner de l'argent. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Donc quel budget de base il faudrait prévoir au minimum pour commencer? Alors le budget de base pour moi, malheureusement il faut quand même avoir un minimum. Les produits cosmétiques coûtent cher, surtout si vous passez par un sous-traitant de fabrication. Vous allez avoir un coût de produit qui peut s'élever entre, je ne vais pas dire de bêtises, mais le produit le plus bas de gamme va vous coûter peut-être 90 centimes pour le plus moins cher à produire, mais le produit haut de gamme va vous coûter peut-être 10 € à produire. Donc après, il faut vraiment avoir un fonds de roulement important. Je pense qu'avec 10 000 €, vous pouvez commencer un tel projet.
Donc pour moi, c'est vraiment un budget. Il faut prévoir entre 10 et 15 000 euros pour pouvoir commencer un projet, sachant que dans ce budget-là, vous devez inclure votre besoin en fonds de roulement. Donc ça dépend, vous voulez communiquer dès le départ? Oui, non. Si vous voulez communiquer dès le départ, ça sera votre plus gros poste de dépense avec la production, donc il faut prévoir ça. La communication, ça coûte cher. Par exemple, je vous donne un chiffre, au Cameroun, une publicité de 30 secondes sur la CRTV en heure de pointe, ça coûte 150 000 francs CFA, les 30 secondes. Le spot publicitaire. Donc si vous en faites 10 pendant une semaine, ça vous coûte 1 500 000. Donc forcément, il n'y a que Biopharma qui peut communiquer sur CRTV ou Canal 2 en heure de pointe, parce que la semaine, vous devez débourser 1 500 000 ou 2 millions juste pour passer des publicités 30 secondes. Donc Pauline, Natasia, Nola, tu me poses la question, si on veut produire en Afrique et exporter ces produits, comment fait-on? Alors c'est simple, ce qu'il faut que tu te dis, c'est que tout produit qui est fabriqué en Afrique ne se vendra qu'en Afrique. Pour quelle raison? La réglementation européenne est une réglementation qui est ficelée, la réglementation asiatique est ficelée et la réglementation américaine est ficelée. Ils ont fait de telle sorte que tout produit qui est fabriqué en Afrique, comme ce n'est pas garanti par des normes, ne peut pas s'exporter en dehors de ses frontières. Donc si par exemple tu fais fabriquer ton produit au Cameroun, sache que tu as 0% de chance de pouvoir le vendre en France, à part si tu mets ton produit dans une valise et que après tu vas le déposer dans un magasin à Châteaurouge. Mais à part ce moyen-là, tu n'auras aucune chance de pouvoir le faire à grande échelle. Alors Esther, tu me demandes quels produits cosmétiques tu conseilles pour investir, make-up, produits comme le lait, savon, est-ce que tu prévois une marque dans le make-up aussi? Alors, il faut savoir que le make-up, 90% des marques qui font du make-up ne fabriquent pas leurs produits eux-mêmes. Aujourd'hui, toutes les filles là, qui souhaitent se lancer dans le make-up, je vais vous donner une astuce et je pense que beaucoup de personnes le savent. Vous allez en Italie, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication de make-up pour des marques. Ils font ce qu'on appelle c'est du MeToo, quoi. C'est-à-dire, vous venez, vous avez envie de reproduire peut-être le make-up de L'Oréal ou reproduire le make-up de MAC. Vous leur dites, je veux reproduire le fond de teint MAC, ils vous le font. Après, en fonction de vos quantités, vous apposez juste votre marque dessus et ça y est, vous êtes propriétaire d'une marque de make-up. Maintenant, le make-up est un marché aujourd'hui où il y a énormément de concurrence. Donc moi, ce que je conseille par rapport à ce domaine, c'est que si vous voulez vous lancer dans le make-up, sachez que 95% de votre projet sera basé sur la communication. Et dans communication, bien sûr, on entend tous les différents canaux. Et du coup, vraiment, si vous voulez vous lancer dans le make-up, il faut investir dans la communication. Donc, Pauline, tu me poses aussi la question, est-ce que le sous-traitant se charge de faire toutes les déclarations en France, par exemple, ou faut-il le faire par soi-même? Pauline, ça dépend. Ça veut dire que ton sous-traitant peut effectivement faire tes déclarations concernant la réglementation, mais c'est un coût. Ça veut dire que si ton sous-traitant te fait tes démarches de réglementation, tu vas devoir payer. C'est simple, ça veut dire que tu es au Cameroun, tu veux acheter du pain chargé, le pain chargé, il y aura peut-être des œufs dedans avec de la mayonnaise. Si tu veux rajouter un œuf supplémentaire, tu payes 100 francs ou 200 francs. Donc c'est comme ça que ça marche. Tu veux quelque chose en plus sur ton produit de base, tu payes. Tout est possible avec de l'argent en fait, c'est ça qu'il faut retenir comme phrase. Alors, Creed le parrain, est-ce possible de créer des produits 100% naturels, c'est-à-dire sans conservateur? Donc, comme je disais, en fait, tout est possible. En cosmétique, tout est possible. Il y a ce qu'on appelle le 100% naturel, ça c'est totalement possible. Après, ce sont des matières premières différentes. Ce sont des matières premières qui ont été certifiées comme étant naturelles. Après, c'est vrai que si tu veux faire du 100% naturel, tu auras malheureusement une possibilité réduite en termes de gamme de produits. Donc tu ne pourras pas forcément tout faire parce qu'après il y a des matières premières qui ne sont pas naturelles. Donc si tu veux créer par exemple un gel douche sans conservateur, 100% naturel,
Malheureusement pour toi, tu ne pourras pas rajouter des colorants, donc tu ne pourras pas avoir des gels douche colorés. Tu auras peut-être un gel douche avec une couleur assez terne qui ne plaira pas forcément au consommateur. Donc c'est à toi de savoir est-ce que derrière, avec cette mention naturelle, j'arriverai vraiment à vendre et plaire au consommateur. Parce qu'en cosmétique, il y a une notion fondamentale, c'est vraiment le plaire au consommateur et surtout, comme on disait au début, c'est vraiment le marketing qui est le fondement de la cosmétique. Donc on cherche à avoir une idée innovante, une idée qui va se démarquer des autres. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que L'Oréal, par exemple, qui est la marque numéro 1 dans le monde, tous les jours a des produits innovants, des produits différents avec des actifs différents parce qu'on veut montrer aux consommateurs qu'on innove, on veut montrer aux consommateurs qu'on se démarque et qu'on se différencie de l'autre. C'est le nerf de la guerre en cosmétique. Donc, Jean-Patrick Ketcha, bonsoir, comment tu vas? C'est une fierté de t'écouter, tout ton taf, merci beaucoup, et puis coucou au Boucarou. Question, est-ce que tu as vendu ton lit? Je sais pas ce que ça veut dire vendre son lit. Apparemment, j'ai vu ça sur Facebook, ça tourne un petit peu, mais il faudrait m'expliquer, pardon, je suis un peu gaou là-dessus, donc s'il vous plaît, excusez-moi, vendre son lit, ça veut dire quoi? Donc, après, Esther, tu me demandes, et c'était tes économies ou tu as recours à un emprunt? Donc, moi, je vais vous étonner, je n'ai pas emprunté d'argent pour mener à bien Mia Cosmétique. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai été diplômée il y a déjà quelques années, donc un peu plus de 4 ans, j'ai eu mon diplôme. J'ai décidé de travailler, donc j'ai travaillé. Par chance, j'ai trouvé tout de suite du travail, donc du coup, j'ai travaillé tout de suite. Comme beaucoup de jeunes Camerounais qui finissent leurs études en France, j'ai eu la chance d'avoir un travail de cadre, donc le salaire était assez intéressant et ça m'a permis de pouvoir mettre de côté assez facilement parce qu'à l'époque, j'avais pas de charge. Je vivais chez mes parents, et puis mes parents formidables d'ailleurs. Donc du coup, quand j'avais mon salaire, je mettais 75% de mon salaire dans mon compte sur livret, et puis j'économisais. Et quand j'ai voulu lancer Mia Cosmetics, du coup, j'ai pris tout simplement cet argent que j'avais mis en réserve, et puis je l'ai investi moi-même. Aujourd'hui, j'ai investi beaucoup, et puis j'espère que sur le long terme, je vous dirai pas les chiffres, mais je vais pas en parler, mais moi j'ai pas investi que 2000 euros au départ, c'est pas vrai, j'ai investi beaucoup plus. Moi, pour lancer Mia Cosmetics, on était dans des montants qui avoisinaient les 30 000 euros, donc ça a été vraiment un gros investissement pour moi. Donc voilà, après, c'est une belle aventure, vraiment, je le conseille à beaucoup de personnes. L'entrepreneuriat, c'est très enrichissant. Vous rencontrez énormément de monde, vous apprenez au quotidien. Moi, j'étais pas très douée, par exemple, tout ce qui était aspect finance. Au départ, j'avais pas compris que vraiment, quand on avait une entreprise, il fallait être très strict. Donc, je conseille également de pouvoir vraiment être strict avec ses chiffres. C'est-à-dire il faut véritablement avoir dès le départ une très très bonne gestion de votre comptabilité. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le BFR, le besoin en fonds de roulement. Vous avez de l'argent dont vous avez besoin pour assumer vos charges, mais quand vous vendez vos produits, vous avez aussi de l'argent qui rentre. Donc il faut vraiment faire attention pour pouvoir gérer cet argent, parce que c'est de l'argent qui va vous permettre d'innover demain, de sortir des nouveaux produits et surtout de pouvoir tenir le rythme effréné de cette aventure entrepreneuriale. Parce que si vous êtes en France et que vous entreprenez en France, ok, tout va bien. Si vous êtes en France, vous allez au Cameroun, vous décidez de vivre sur place, etc., il faut énormément d'argent pour pouvoir tenir le rythme de la vie au quotidien, de l'investissement sur les salariés, etc. Donc vraiment, soyez strict et rigoureux sur la gestion de vos comptes et vraiment tout ce qui est aspect financier. C'est extrêmement important et moi je dis vraiment, c'est un point d'honneur. Il faut vraiment se dire, c'est là-dessus qu'on va devoir mettre toute notre attention. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous entreprenez dans les cosmétiques, ne pensez pas que vous allez faire que de la cosmétique, vous allez parler que de matières premières, de produits, oh c'est merveilleux, non. Une fois que le produit est sur le marché, on entre dans une autre phase du projet.
Mia Cosmétique, moi je suis cosmétologue, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle. Donc c'est ma formation de base. J'ai appris à formuler des produits, j'ai appris à créer des produits. Mais aujourd'hui avec Mia Cosmetics, je parle plus de produits, hein. Là je parle de vente, d'objectifs, de salaire. C'est fini là, on n'est plus dans le glamour, c'est terminé. Là maintenant on est dans les chiffres et dans les objectifs d'agrandir les points de distribution. Donc vraiment, il faut se dire que l'aspect cosmétique, c'est glamour, c'est magnifique. Mais dès que vous entrez sur le terrain, dès que vous entrez sur le marché, vous parlez de chiffres, de chiffres, de chiffres et encore de chiffres. Donc il n'y a pas du tout de glamour. Vous avez investi de l'argent dans un projet, vous devez récupérer cet argent et en plus de le récupérer, vous devez faire des bénéfices. Donc du coup, quand vous avez cette charge-là, c'est-à-dire faire des bénéfices sur votre investissement, bah, croyez-moi, le glamour, oh j'ai formulé des produits, ça se met un peu de côté. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire là-dessus. Donc là, je vais essayer de reprendre un peu quelques questions. Alors, Peggy Wami, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Comment transformer les huiles comme le beurre de karité, manyanga, huile de coco en produits cosmétiques comme savon, baume à lèvres? Quelle entreprise peut faire ce travail de transformation? Alors, pour transformer des huiles en savon, bah, le processus est très simple, hein, c'est ce qu'on appelle la saponification. Donc, je vais te laisser te renseigner sur Internet, tu as des cours disponibles de saponification. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux faire un produit cosmétique à grande échelle, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. C'est-à-dire, quel packaging sera associé avec mes produits, sous quelles conditions de fabrication je vais produire mes savons. Et tout ce travail, tu peux le faire même toi-même. Après, tu peux t'acheter ta petite unité de transformation et puis faire tes savons, mais il faudra distinguer l'artisanal de l'industriel. Donc comme je disais, tout est possible, mais il faut vraiment avoir son idée de départ et savoir où est-ce qu'on veut la mener. C'est très important et ça sera le nerf de la guerre pour après définir en fonction de ses besoins les différents aspects qu'on veut mettre en œuvre. Donc Cyril, la question que tu te poses, donc je vais la lire un peu à haute voix, si ton sous-traitant décide de ne plus collaborer pour une raison inconnue et que tu n'as pas d'autres sous-traitants fiables sous la main, comment faire vu que la production dépend... Alors, je vais juste finir la phrase. La production dépend de... Tadam. Est-ce qu'on arrivera? La production dépend de lui, y a-t-il un plan B, C ou D? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu contactes un sous-traitant et que vous définissez ensemble un cahier des charges, vous élaborez ensemble ce qu'on appelle un contrat. Donc, vous êtes régi par contrat. Donc, du coup, si lui n'honore pas les clauses du contrat que tu as fixé, tu peux lui porter plainte et il est obligé, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez défini ensemble dans le contrat, sinon, juridiquement, il se met à risque. Donc tu as très peu de chances qu'un sous-traitant te lâche quand tu mènes un projet avec lui, parce que de toute façon le nerf de la guerre c'est l'argent. Tant que tu le payes, il va faire tout ce que tu dis. Donc en général, il n'y a pas de... La seule raison pour laquelle un sous-traitant peut te lâcher, c'est parce que tu vas lui dire... Tu vas pas le payer en fait, tout simplement. Et là, il va te porter plainte, et puis là, vous allez aller dans d'autres histoires juridiques. Bon, ça on va pas en parler. Alors, Creed le parrain, ok merci, comment savoir que tel ou tel autre conservateur sera le plus adéquat pour les mélanges? Comment faire pour trouver un sous-traitant? Faites-vous des formations? Moi pour l'instant je ne fais pas de formation, je ne me suis pas encore lancée dans ce projet. Comment faire pour trouver des sous-traitants? Il faut chercher, hein. Après... Aujourd'hui, il y a un outil formidable qui s'appelle Internet, qui s'appelle Google. Donc, tu tapes sous-traitant de fabrication et puis voilà. Hein, si t'as pas de... Moi, comme je dis, on tient toujours quelque chose par un bout. Donc, commence comme ça. Après, au Cameroun, je sais qu'il existe des sous-traitants de fabrication. Moi, aujourd'hui, je ne prendrai pas le risque parce que je n'ai pas confiance en la fiabilité. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, tu te débrouilles. Un entrepreneur, c'est un débrouillard. C'est tout simplement ça. Un entrepreneur, c'est un débrouillard égoïste. Donc, à toi de te débrouiller, à toi de trouver, enfoncer les portes. Et puis, tu as des questions, il y a Internet, tu te les poses, tu y réponds. Et puis voilà, tu avances.
Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un conservateur est mieux que l'autre? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Internet. Comme je le disais tout à l'heure, soit tu as la chance d'avoir eu des bases en cosmétique et tu sais déjà ce qui se mélange ou pas, ou soit tout simplement tu essayes de faire une formation spécialisée dans ce domaine. Pareil, t'as pas de notion de base, tu vas sur internet et tu tapes faire une formation en cosmétique et puis tu auras les réponses. Prudie, as-tu des fournisseurs de matières premières en Afrique pour la fabrication de tes produits? Alors, ce point concernant les matières premières africaines, il faut qu'on en parle parce que beaucoup de personnes se disent oui mais on a tout en Afrique, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas nos propres produits, mais pourquoi les blancs nous prennent nos produits et ils en font ce qu'ils veulent. Il faut savoir quelque chose. Quand vous avez une matière première, moi par exemple, on est camerounais pour la plupart, vous allez au village, vous prenez l'huile de Manyanga. C'est magnifique l'huile de Manyanga, c'est super, mais il faut savoir que si vous le mettez dans un produit cosmétique, il y a des normes à respecter. Ça veut dire que votre Manyanga brut, vous allez devoir l'analyser, vous allez devoir le contrôler et vous allez devoir définir ses spécifications et définir un certificat d'analyse. Donc beaucoup de personnes ne font pas ce travail de contrôle qualité, parce que c'est vraiment du contrôle qualité, et c'est vraiment à partir du contrôle qualité de la matière brute qu'on en fera une matière qui pourra être introduite dans un produit fini. Aujourd'hui, L'Oréal passe par ce qu'on appelle des fournisseurs de matières premières pour avoir le Manyanga, pour avoir le karité. Pourquoi est-ce que L'Oréal ne passe pas directement par des productrices locales? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un intermédiaire? Tout simplement parce que quand on a la matière brute, il faut l'analyser, il faut la traiter dans certains cas pour en faire une matière incorporable dans un produit cosmétique. Donc la matière, parce que quand vous faites un produit cosmétique, comme je disais, il y a une réglementation à respecter. Et cette réglementation s'appuie sur des données de contrôle qualité, sur des données d'analyse. Donc si vous faites un produit cosmétique, vous garantissez au consommateur que le produit est bon pour lui, mais c'est à partir d'analyses qui ont été effectuées. Donc c'est pour ça qu'en général, les matières premières brutes qu'on trouve chez nous sont toujours exploitées par autrui, parce que autrui aura la capacité d'analyser ces matières et de pouvoir certifier aux fabricants de cosmétiques que la matière a été analysée et utilisée à bon escient. Donc là, c'était un petit cours sur les matières premières, parce que j'ai été approchée par un très grand dermatologue au Cameroun qui m'a demandé de faire ce travail, mais malheureusement pour l'instant le temps me fait défaut. Guy Wembe, Google et YouTube, c'est le top pour apprendre ce qu'on veut. Oui, je pense que ce sont des outils formidables, surtout que comme on disait, un entrepreneur, c'est un débrouillard un peu égoïste, et grâce à ces outils, il peut vraiment se former et répondre à beaucoup de questions qui le tannent. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc Esta Queen, ça veut dire que nous autres qui faisons les mélanges d'huile, etc. chez nous, et les mettons sur le marché, c'est dangereux. À vrai dire, Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais un mélange d'huile en soi, c'est pas dangereux. L'huile, de toute façon, tu en manges de l'huile, donc c'est pas dangereux. Mais si tu fais un mélange d'huile, par exemple avec de l'eau, et que tu sais pas bien mélanger, du coup ce produit peut être contaminé par des bactéries, et ce sont ces bactéries-là qui vont être néfastes pour le consommateur. Ça veut dire que si toi demain tu fais ton mélange à la maison et que tu le mets sur le marché sans avoir aucun contrôle, sache que tu vas mettre le consommateur à risque. Et le risque, c'est un risque vraiment microbiologique, donc c'est un risque de contamination bactérienne. Et c'est pour ça qu'on dit que le produit peut être dangereux pour le consommateur. Donc quelles difficultés je rencontre quand on sait qu'en France, par exemple, le secteur des cosmétiques est chargé? Comment tires-tu ton épingle du jeu? Comme je disais tout à l'heure, moi, la France, malheureusement, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais malheureusement, la France, pour moi, c'est pas le marché sur lequel vraiment je veux réussir.
Aujourd'hui, je veux surtout m'implanter en Afrique parce que ici, il y a d'autres problématiques qui entrent en jeu quand tu lances de la cosmétique. Ici, on est considéré comme des personnes à peau noire, on est considéré comme des... on est ethnique. Donc quand tu mets un produit sur le marché qui a été créé par nous-mêmes, c'est considéré comme un produit ethnique. Mais quand tu vas dans nos pays d'Afrique, tu fais un produit pour toi-même, pour des gens qui te ressemblent, et ta cible te ressemble. Donc tu n'as pas besoin d'avoir ces problématiques un peu de positionnement ethnique, pas ethnique. Donc moi, la France, c'est pas mon marché cible, c'est vraiment le Cameroun, l'Afrique, et ensuite après l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, je trouve que les problématiques d'ethnicité, d'appartenance sont trop fortes pour pouvoir réussir dans le domaine de la cosmétique en France. En plus, sachant qu'on a des entreprises qui sont installées ici depuis plus de 100 ans, donc c'est difficile d'arriver avec un produit même innovant quand tu as en face de toi un L'Oréal qui est présent sur le marché depuis 110 ans, quand tu as un Pierre Fabre qui est présent sur le marché depuis 150 ans. C'est très difficile de se positionner et c'est très difficile de gagner la confiance du consommateur. Donc moi, c'est un choix personnel. Je préfère aller sur un marché émergent, je préfère aller sur un marché où le consommateur est encore à l'écoute et où le consommateur va encore me laisser la chance de pouvoir me développer, plutôt que de rester cantonné sur un marché où on n'aura pas confiance en mon produit et on ne va pas me laisser la place de pouvoir développer des produits qui me ressemblent. Donc c'est mon choix. Alors, qui assure ma distribution au Cameroun? Le Cameroun est un pays où on peut faire très difficilement confiance à autrui. Donc moi, j'assure ma distribution moi-même. J'ai mis en place une équipe de logistique aujourd'hui qui assure les commandes. Et l'objectif pour moi, c'est de pouvoir agrandir vraiment mon réseau. Parce que comme je disais, le nerf de la guerre, c'est vraiment la distribution des produits. Plus tu auras de points de vente, même si chaque point de vente ne vend que 5 produits par mois, si tu as 1000 points de vente qui vendent 5 produits par mois, ça te fait 5000 produits vendus par mois. Donc pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. On doit distribuer les produits, on doit les vendre. C'est ça qui fera que ça marchera ou que ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, je travaille moi-même sur ma logique de distribution. Je suis accompagnée aujourd'hui par une fille que j'ai recrutée qui, elle, se charge vraiment de l'élargissement de ses points de vente, mais tout reste en interne. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres questions, je serais vraiment ravie d'y répondre. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques petits éclaircissements sur le marché de la cosmétique. C'est vrai que bon, malheureusement, le temps imparti est trop court pour discuter de tout de long en large. Je suis disponible par inbox, hein, donc si vous avez des questions, je serais vraiment ravie d'y répondre. J'espère que toutes les personnes qui ont suivi ce live ont acheté ou achèteront Hydran. Donc vraiment, je vous invite à découvrir Mia Cosmetics, à découvrir la gamme Hydran. Je peux me vanter aujourd'hui, après 1 an et demi maintenant d'entrepreneuriat avec ce projet Mia Cosmetics, d'avoir 100% de satisfaction clientèle. Je suis très très heureuse parce que j'ai formulé les produits moi-même. C'était vraiment un projet de cœur où j'ai voulu vraiment apporter ma contribution sur ce marché. J'ai voulu faire quelque chose d'innovant de par surtout le packaging, de par les ingrédients qui sont utilisés. Pour moi, l'idée c'était de pouvoir se dire on a des matières premières formidables chez nous qui ne sont pas mises en avant de manière générale sur le plan international, et nous on va le faire parce que nous on a la capacité aujourd'hui de pouvoir réaliser des choses. Donc le conseil que je pourrais donner pour investir en Afrique, c'est la persévérance, la patience et la maîtrise de soi. Vous arrivez sur un marché où vous n'êtes pas attendu, personne ne vous attend. Donc sachez être persévérant, sachez être patient et surtout c'est comme ça que vous arriverez à pouvoir aller loin. Moi aujourd'hui j'estime que je suis encore en train de me construire, je suis encore en train de construire mon projet. J'ai des objectifs à moyen terme, surtout sur le marché camerounais,
qui sont d'élargir au maximum mes points de vente et d'avoir 150 voire 200 points de vente d'ici 2018. Donc je suis vraiment dans une démarche de construction. Après, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions et si je peux y répondre. Mais je suis encore à une démarche embryonnaire. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas me prétendre comme avoir réussi un projet ou pas. La seule chose que je peux prétendre aujourd'hui, c'est d'être en train de construire mon projet et de tout faire pour qu'il aboutisse, en tout cas, d'atteindre les objectifs que je me suis fixés à moyen et long terme. L'amoureux, non, il ne faut pas forcément être beau ou belle pour se lancer dans la cosmétique. Il faut tout simplement être persévérant et avoir une idée novatrice. Donc voilà les amis, je vous dis merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à vous. Je vais vous, voilà, Esther Queen m'a devancé, Esther m'a devancé. Donc vous avez le lien du site madeinafricacosmetics.com. Les produits sont disponibles à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Paris. Donc si vous êtes à Douala, il y a des pharmacies moi qui me tiennent beaucoup à cœur, la pharmacie de la Côte, la pharmacie du Centre, la pharmacie de Douala, la pharmacie du Rocher. Voilà, ce sont des pharmacies qui nous soutiennent énormément, donc vraiment il faut aller acheter dans ces endroits-là. Si vous êtes à Yaoundé, il y a la pharmacie des Congrès, il y a la pharmacie des Lumières, il y a la pharmacie du Soleil. La pharmacie du Soleil a nos produits. On a la pharmacie provinciale où il y a les produits. On a la pharmacie, on a plein de pharmacies à Yaoundé, à Douala. Donc sur le site internet, vous avez une partie des points de vente. On est disponible au Cameroun à Santa Lucia, donc Douala et Yaoundé. Comme je vous disais, dans quelques mois, on sera présent dans le plus gros supermarché du Cameroun. Je ne dirai pas le nom, mais vous avez tous deviné. On est présent dans des parfumeries, les parfumeries Michel's Corporation, notamment à Bafoussam, à Yaoundé et à Douala. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre dans ces points de vente. Et à Paris, vous avez la très grosse pharmacie de Saint-Lazare à Bailly, vous avez la pharmacie des Quatre Chemins à Pantin, on a une autre pharmacie dans le 11e. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre dans ces points de vente. N'hésitez pas à regarder le site internet. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Beaucoup de bonnes choses dans votre aventure entrepreneuriale. Coucou Manebam, salut, comment tu vas? Et vraiment, les produits pour hommes arrivent, hein, l'amoureux. Les produits pour hommes arrivent, c'est prévu dans le cahier des charges 2019, donc tu dois être un peu patient. Et non, pour l'instant, je n'ai pas décidé de me lancer dans les make-up. Donc c'était une question à laquelle j'ai pas répondu. J'ai pas décidé de me lancer dedans, je laisse ça à d'autres. Je pense que c'est un marché très vaste, très concurrentiel, mais pour l'instant mon cœur de cible c'est vraiment les produits de soins, hommes, femmes, mix, enfants, et les make-up pas dans un avenir proche. Donc voilà, très bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, j'attends de vous que chacun ait son produit Hydran dans sa salle de bain. Donc voilà, à très bientôt. Ciao.